Bonsoir à tous. De Soir d'Info, M. Ibra Seck, il est le directeur des carrières, également président de l'Association des géologues du Sénégal. Bonsoir, M. Seck. Bonsoir, Binta. Alors, quand on dit carrière, cela veut dire quoi pour les Sénégalais qui ne connaissent pas? Et au Sénégal, il y a combien de carrières? Bon, quand on dit carrière, c'est les matériaux de construction, tels que le sable, la latérite, qui est utilisée pour faire les routes, le basalte, qui est la pierre qui est noire, le calcaire. Donc, c'est les substances utilisées pour la construction. Oui. Alors, il y a combien de carrières au Sénégal? Bon, au Sénégal, on dénombre plus de 290 carrières. Oui, oui, parce qu'il y a ce qu'on appelle les carrières temporaires, c'est les carrières comme le sable et la latérite. Il y a les carrières permanentes telles que le basalte, la latérite, mais aussi il y a les rejets, tels que le silex qui est exploité à Mboro. Oui. Ouais. Alors, nous allons commencer par les cas d'accidents qui sont souvent notés au niveau des sites d'exploitation des carrières. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui explique ces cas d'accidents? Bon, en général, c'est des cas qui arrivent, particulièrement dans les carrières de sable. Bon, parfois, il y a des cas d'éboulement qu'on observe dans les carrières de sable. Mais à chaque fois, le ministère des Mines collabore avec la gendarmerie et les services concernés, voilà, pour pouvoir s'enquérir de la situation. Oui. Alors, il y a les carrières privées, il y a les carrières publiques qui demandent des autorisations. Est-ce que la réglementation est respectée? Oui, oui, bien sûr, parce que ce soit les carrières publiques et les carrières privées, l'exploitation de tout titre minier au Sénégal nécessite une autorisation du ministère des Mines. Quand il s'agit des carrières publiques, c'est l'administration minière, le ministre des Mines ou le directeur des carrières qui donne l'autorisation. Pour les carrières permanentes et temporaires privées, c'est aussi l'administration des Mines qui délivre une autorisation avant toute exploitation. Mais c'est qu'il y a certainement des gens qui ne respectent pas la réglementation, qui ont décidé d'ouvrir des carrières sans pour autant demander l'autorisation. Bon, ça, c'est très rare, hein? C'est des exploitations illicites. Bon, parce qu'à Dakar, par exemple, il y a des cas d'exploitation illicite comme les charretiers. Mais là aussi, il y a la gendarmerie qui intervient. Bon, dans les régions aussi, parfois, on note des exploitations clandestines. Mais à chaque fois, il y a la gendarmerie ou la direction du contrôle, parce qu'au niveau du ministère, on a une direction du contrôle et des opérations minières qui surveille tout ce qui est opération minière. Mais c'est ça justement qui pose problème, ces exploitations illicites, les charretiers qui causent beaucoup de dégâts à l'environnement peut-être et même au niveau de l'avancée de la mer, on le dit souvent. Oui, oui. Ça cause beaucoup de difficultés. Oui, oui, effectivement, parce qu'en général, les charretiers, ils extraient le sable pendant la nuit. Et nous, on a des pointeurs, c'est des pointeurs qui surveillent les carrières, mais les pointeurs sont dans les sites de 7 h du matin jusqu'à 18 h. Maintenant, à partir de 18 h, il n'y a plus de pointeurs. Mais pourquoi? Parce que vous avez laissé le terrain vide à ces, je peux les appeler des malfrats, parce qu'ils volent, ils agissent de façon illicite. Bon, en général... Pourquoi il n'y a pas le contrôle non, ils n'extraient même pas le sable qui est dans les carrières autorisées. En général, c'est du sable de plage. Mais là aussi, au niveau de la direction, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau du ministère, on collabore avec la gendarmerie et les eaux et forêts pour pouvoir surveiller ces exploitations illicites. Mais à chaque fois aussi, il y a des cas de sanctions et d'amende. Et la réhabilitation, souvent aussi, ça pose problème, et la restauration au niveau des carrières également. Oui, c'est pourquoi au niveau de la réhabilitation des sites pour les carrières privées, il y a un fonds de réhabilitation qui a été créé, et le décret a été voté depuis 2009. C'est un décret qui est en train d'être révisé, et pour ce décret-là, les entreprises qui exploitent les carrières, les entreprises privées,
donne une garantie au niveau de la caisse de dépôt et de consignation pour qu'après l'exploitation, s'il n'y a pas réhabilitation, l'État pourra puiser dans ces fonds-là pour réhabiliter les carrières. Aussi, au niveau du ministère des Mines, il y a un projet de réhabilitation des carrières publiques qui sont exploitées et abandonnées. Et c'est dans ce projet-là, l'État réhabilite tout ce qui est carrière publique exploitée et abandonnée. Oui, et il y a également d'autres risques liés à l'environnement, les risques de catastrophes écologiques aussi, il y en a. Oui, bien sûr. À chaque exploitation, que ce soit les carrières ou les grandes mines, à chaque fois, voilà, il y a des risques environnementaux et aussi parce qu'au préalable, il n'y a pas eu d'études. Ah si, bien sûr. Bien sûr, avant toute exploitation, pour les carrières permanentes, bon, quand je dis carrière permanente, c'est les carrières privées qui durent 5 ans. Avant toute exploitation, il y a ce qu'on appelle une étude d'impact environnemental et social. Et à la suite de cette étude-là, il y a un plan de gestion environnemental et social qui est établi. Et c'est ce plan de gestion-là qui est suivi. Donc, une entreprise ne peut pas exploiter sans avoir au préalable effectuer l'étude d'impact environnemental. Mais on entend souvent des populations qui vivent aux alentours des carrières quand même se plaindre des effets néfastes dus à cette exploitation des carrières. Les carrières de Thiès, souvent on entend les populations dire que nous sommes malades, notre santé est affectée à cause de tout cela. Est-ce que la réglementation n'est pas seulement sur le papier et que sur le terrain c'est tout autre? Non, en fait, il y a un plan de suivi, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est un comité où on peut trouver le ministère des Mines, il y a le ministère de l'Environnement et les autres services techniques. Et périodiquement, tous ces services-là vont sur le terrain pour pouvoir faire le suivi environnemental du projet. Bon, parfois aussi, voilà, on peut avoir des dégâts comme les poussières, etc. Mais quand même, à chaque fois... C'est ça justement qui affecte la santé des populations, c'est ce que je viens de dire. Oui, bien sûr, mais à chaque fois, il y a l'environnement qui intervient pour pouvoir vraiment réguler ces impacts-là. Est-ce que les populations sentent des retombées au plan social de ces exploitations de carrière? Oui, bien sûr, parce que avec le code de 2016, il y a ce qu'on appelle le fonds d'appui aux collectivités territoriales, qui est de 0,5% du chiffre d'affaires hors taxe. Bon, c'est une nouveauté. Maintenant, toute entreprise qui exploite dans une commune bien donnée, on prélève 0,5% du chiffre d'affaires hors taxe qu'on verse à la communauté qui est impactée. D'ailleurs, même le ministre des Mines, M. Omar Sarr, a déjà initié des protocoles et des avenants avec la Chambre des Mines et les sociétés minières. Et il y a même des sociétés qui ont commencé à verser à la caisse de dépôt et de consignation. Voilà pour la réhabilitation, pour le fonds d'appui et au secteur minier. Il y a aussi le fonds de péréquation qui est de 20%. Donc les deux sources sont différentes. Les 20% des recettes de l'État, l'État prend 20% qui reverse à toutes les collectivités territoriales. C'est différent du fonds d'appui aux collectivités territoriales qui est de 0,5% du chiffre. Mais est-ce que tous les exploitants se conforment à la règle? Oui, bien sûr. Parce qu'il y a des collectivités locales qui ne reçoivent presque rien du tout d'exploitation des carrières. En fait, le ministère des Mines, à chaque année, fait l'état des paiements de chaque commune. Et ensuite, le ministère envoie ça au niveau du ministère des Finances qui doit se charger des paiements. Donc, nous, on a déjà fait tout ce qui est évaluation pour les années et on a envoyé les états au ministère des Finances pour qu'ils puissent se payer. Concernant le fonds d'appui aux collectivités territoriales, je l'ai dit tout à l'heure, avec l'arrivée du ministre Omar Sarr, il a déjà initié des avenants et des protocoles pour que ces entreprises-là puissent verser ce fonds-là.
Combien le Sénégal gagne dans l'exploitation des mines en termes chiffrés? Bon, en termes chiffrés, on était à 187 milliards. Chaque année, annuellement? Non, c'est des recettes qui augmentent, quoi. Ouais. Alors, on attend du pétrole, l'exploitation du pétrole en 2023. Est-ce que cette exploitation aura des impacts positifs sur l'économie sénégalaise? Oui, bien sûr. On a déjà le budget est fixé le projet de budget est fixé à plus de 6 000 milliards. On aura des recettes pétrolières à partir de 2024 estimées à près de 900 milliards. Alors, est-ce que ça va impacter positivement sur l'économie? Oui, bien sûr, parce que dans l'exploitation du pétrole, ce ne sont pas les recettes seulement qui impactent dans l'économie, mais il y a aussi le développement du contenu local. Et d'ailleurs même, la loi du contenu a été votée sur le secteur des hydrocarbures. Et dans ce contenu local-là, il y a les PMI, les PME, les entreprises locales, voilà, qui sont vraiment renforcées pour pouvoir exploiter, pour pouvoir bénéficier de l'exploitation avec la sous-traitance. Il y a aussi la formation. Bon, vous savez que dès les découvertes du pétrole, le président a initié un institut, l'Institut national du pétrole et du gaz, pour la formation des ingénieurs et des métiers du pétrole. Il y a aussi les dérivés du pétrole, je l'ai dit tout à l'heure, parce que dans le pétrole, on a plus de 200 dérivés dans le pétrole. Parce qu'à part le diesel, le carburant, il y a par exemple le bitume, il y a les plastiques tels que les PVC, etc., les produits cosmétiques, tout ça c'est des dérivés du pétrole. Voilà, maintenant il appartient vraiment aux entrepreneurs et à la population, voilà, de saisir cette occasion-là pour pouvoir entreprendre. Ouais. Alors vous êtes également géologue, je l'ai dit tantôt. Quelle est votre lecture sur la lancinante question des inondations qui reviennent chaque année? Bon, en fait, c'est une question qui date de très longtemps, parce que la région de Dakar est une région qui est très vulnérable. Et cette vulnérabilité date de très longtemps. Quand je vous dis que le département de Dakar était une île, n'est-ce pas? Mbebes, c'était un lac. Donc, mais maintenant, avec l'urbanisation galopante, la région de Dakar, surtout dans les années 70, rencontre le problème des inondations s'est accentué. Parce qu'il y a une surpopulation, donc la nappe phréatique n'arrive plus à supporter, voilà, la quantité d'eau. Il y a aussi les phénomènes de changement climatique avec le retour des pluies. Et l'autre chose aussi, il y a les canaux qui sont parfois bouchés. Donc il y a beaucoup de causes des inondations. Bon, maintenant, au-delà des mesures conjoncturelles qui sont en train d'être prises, pour vous, quelle est la bonne solution pour venir à bout de ces inondations? Bon, la bonne solution, c'est de faire un bon aménagement du territoire. Du territoire. Parce qu'il faut une synergie avec voilà, toutes les parties prenantes ou toutes les structures de l'État pour qu'on puisse faire un bon aménagement de la région de Dakar, voilà, pour lutter contre les inondations. Parce qu'on ne peut pas éradiquer les inondations. Parce que si vous regardez les pays les plus puissants continuent d'être inondés. Donc nous, on a tenu... Qu'est-ce qu'on peut faire? On a tenu les inondations, mais ce sera très difficile de l'éradiquer. Vous êtes également le président de l'association des géologues. Votre association est née quand? Bon, c'est une association qui est née en 2003. Maintenant, le président en fait partie ou pas? Oui, le président. Il est géologue comme vous? Oui, c'est un géologue. Il en fait partie? Oui, il est sorti de l'IST. Bon, d'ailleurs même, voilà, on ne l'a pas encore vu. Hein. Oui, vous ne l'avez pas encore vu? Oui, c'est l'occasion. L'association est née. Ah oui, c'est l'occasion aussi, voilà, de lui demander une audience. Une audience pour l'association.
parce que c'est un géologue. D'autant plus qu'on est en train de mettre en place un second plan décennal pour lutter contre les inondations. Ouais. Vous avez votre place dans... Ah oui, oui, bien sûr, parce que les géologues sont incontournables dans la lutte contre les inondations. Oui. Parce que, bon, c'est le géologue qui a étudié la Terre, oui. qui maîtrise la Terre, absolument. Donc qui maîtrise l'évolution de la presqu'île du Cap-Vert depuis très longtemps. Donc on ne peut pas lutter contre les inondations sans associer les gens. Et 2003, qu'est-ce que vous avez fait? On ne vous a presque pas entendu depuis 2003 que vous existez. Bon, si, on fait des visites de terrain, oui. On fait des séminaires et des ateliers. Oui. D'ailleurs même l'année... Vous faites des études, des recommandations, tout ça, vous l'avez fait? Non, on fait... aux phénomènes naturels, aux inondations. On fait de la sensibilisation. D'ailleurs, même l'année dernière, on a fait un grand atelier sur les phénomènes d'inondation à Dakar. Et vraiment, il y avait beaucoup d'experts qui ont participé à cet atelier-là. Et après, il y avait même votre télé qui était venue voilà, pour couvrir l'événement. Et les géologues ont ensuite communiqué sur les inondations. Est-ce que vous avez un autre plan d'action par rapport à l'association? Quels sont vos objectifs? Voilà, l'objectif, c'est vraiment de permettre aux géologues d'avoir une place dans la vie socio-économique du pays. Mais aussi de permettre aux géologues de bénéficier des opportunités telles que voilà, l'exploitation du pétrole, mais aussi du secteur des mines. Absolument. Voilà, parce qu'aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de jeunes géologues qui chôment. Oui. Et vraiment, on voudrait, avec l'association, vraiment, voilà, avec les links et les contacts. Le président, qui est également un géologue, qui doit vous recevoir, oui, bien sûr, pour discuter avec vous. Bien sûr. Vous avez de l'importance. Ah oui, oui. Ce sera l'occasion aussi, voilà, de lui parler un peu du taux de chômage des géologues actuellement. Ça s'élève à combien le taux de chômage des géologues? Ah bon, je n'ai pas les chiffres en tête, mais... Il y en a beaucoup? Ah oui, il y en a beaucoup actuellement. Ce n'est pas normal quand même. Parce que maintenant, il y a... un pays qui a besoin d'être urbanisé, revu et tout. On a besoin des géologues. Bien sûr, mais actuellement, il y a beaucoup d'écoles privées qui enseignent la géologie. Oui. Depuis les découvertes du pétrole et du gaz, il y a beaucoup d'écoles voilà, qui enseignent la géologie. C'est pourquoi voilà, le marché est un peu saturé. Alors, vous êtes également un responsable politique de l'APR, c'est bien ça, à Grand Yoff. Oui. Comment se porte votre parti? Pas très bien, parce qu'on vous entend souvent que le parti est totalement divisé à Grand Yoff. C'est quoi le problème au niveau de Grand Yoff? Bon, c'est vrai, à Grand Yoff, il y a une division. Il y a une division des leaders. Bon, parce que chaque leader veut être leader. Si je puisse parler ainsi, chaque responsable veut être responsable. Oui. Voilà, donc vraiment, il y a une division. C'est un problème de leadership qui se passe. Oui, c'est un problème de leadership. Oui. Voilà, et ça nous a porté préjudice. Personne ne veut se ranger derrière. C'est ça le problème. Ça nous a porté préjudice lors des élections locales et des élections récemment législatives. Voilà, maintenant, c'est l'occasion aussi de faire appel à tous les leaders de Grand Yoff pour qu'ils puissent faire un bloc pour vraiment accompagner le président. Parce qu'avec cette division-là, voilà, on ne peut pas vraiment évoluer à Grand Yoff. Oui, sauf que le parti APR n'a jamais gagné Grand Yoff, peut-être. Si. Ça a été la chasse gardée de Khalifa Ababacar Sall, Mimi Touré qui était à Grand Yoff, n'a jamais rien gagné. Non, on a gagné, c'était lors de la révision de la Constitution, là, lors du référendum. En 2016. Ouais, en 2016, on a C'est le référendum que vous avez gagné. Oui, et en 2019 aussi, on était côte à côte avec l'opposition. Mais je pense que maintenant, voilà, avec... Vous ne pouvez pas gagner dans la division quand même. Si vous ne vous entendez sur rien, comment est-ce que vous allez gagner? Non, ce sera très difficile, mais maintenant, avec la nouvelle génération, vraiment, on va faire notre mieux pour pouvoir... Qui est le leader de l'APR à Grand Yoff? C'est moi. Ah bon? Ah, le problème, donc, c'est vous. Non. Vous vous arrangez derrière vous. Bon, en fait, c'est ça le problème, parce que tout le monde est leader à Grand Yoff. Bon, en fait, lors des élections locales,
Bon, c'était le directeur de l'ADIE qui était la tête de liste, qui était désigné par le président, Cheikh Bakhoum, voilà, qui avait dirigé la liste. Et on a perdu. Lors des élections législatives, il y avait Maître C qui avait dirigé la liste. Vous avez perdu aussi. Maintenant, il n'y a plus de coordinateur à Grand Yoff. Vous êtes le nouveau coordinateur, non? Ah, bon, c'est ça que... Vous êtes autoproclamé coordinateur ou bien c'est le président qui vous a... Non, le président ne m'a pas... Vous êtes autoproclamé coordinateur. Non, on est en train de travailler. Oui. On est en train de travailler pour réunir toutes les forces. Voilà, pour que le... Vous avez rencontré les Cheikh Bakhoum, les Maîtres C et autres. Vous vous êtes rencontrés pour discuter sur votre union ou pas? Parce qu'il y a d'autres échéances qui vous attendent quand même. Bon, en tout cas, depuis les législatives, on ne s'est pas encore rencontrés. Mais quand même, voilà, dans les jours à venir, on va se rencontrer, on va se parler pour pouvoir faire une union. Merci. Merci. Merci beaucoup Ibra Seck, qui est le directeur des carrières, également le président de l'Association des géologues du Sénégal. Merci d'avoir suivi. Bien le bonsoir.